Chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans le réel. Vous êtes bien sur Méridien Zéro, l'émission francophone de Radio Bandera Nera. Wiesdorf à la barre ce soir, richement accompagné. À ma droite, Jean-Louis Roumégas. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Wiesdorf. Et à ma gauche, ce n'est pas pour vous déplaire, Gérard Vaudan, tout droit sorti de son cabinet dentaire de Mâcon. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Bon, Gérard, je ne dirais pas ce soir une émission pas particulière. Très bien, Wiesdorf. Je vois qu'on a écouté la dernière émission. Ouais. Donc nous avons la grande joie ce soir de recevoir pour vous Adrien Abosi pour la sortie de son livre né en 1984 aux éditions Le Retour aux Sources. Bonsoir Monsieur Abosi. Bonsoir. Donc Adrien Abosi, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation sur Méridien Zéro. Pour vous présenter rapidement, vous êtes juriste. Vous êtes également un proche, on peut dire ça comme ça, de Pierre Hillard. C'est un ami, oui. C'est un ami. On sent de toute façon vos thématiques assez proches et assez, comment dirais-je, en adéquation. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'y a pas beaucoup de géopolitique dans mon livre, mais on sent la patte hillardienne. Pour moi, Pierre est une des rares pointures géopolitiques actuelles. Bien, pas suffisamment relayé, en effet, vous me le disiez juste avant. Mais il était sur Méridien Zéro. Sur Méridien Zéro. Nous l'avons entretenu avec l'ami Eugène Crampon. Et c'est quand même un de nos succès d'audience. Oui, absolument. Un de nos plus gros succès d'audience, il faut bien le dire. Très bonne émission, ouais. Et qui a très bien marché, effectivement. Très bien relayé. Et c'est vrai que c'est lui qui vous a formé, on peut dire ça ? Non, pas vraiment. En géopolitique, oui. Pour le reste, non, je suis assez autodidacte. C'est la lecture. D'accord. Bien. Donc vous allez nous faire partager au travers de cet ouvrage. Je précise tout de suite qu'il s'agit d'un livre, un abécédaire. Vous nous expliquerez le pourquoi du comment du parce que. Avec comme sous-titre, cher Gérard, vous allez nous le préciser. Alors, donc c'est né en 1984, abécédaire pour une jeunesse déracinée. Alors, il nous semblait vraiment intéressant à plusieurs titres. D'abord parce que tout ce qui touche à l'enracinement, à l'identité, est quelque chose qui nous parle de manière très précise. Nous avons d'ailleurs commis, cher Gérard, il y a de ça quelque temps, une émission sur l'enracinement lors d'un déplacement en Haute-Loire. Et quel déplacement ? Tout le monde s'en souvient. Et je crois que au travers de votre livre, Monsieur Abosi, il y a des thématiques qui nous parlent. Et je crois que la première de mes questions, c'est de vous demander, vous êtes quelqu'un de jeune, puisque né en 1984, vous allez nous expliquer pourquoi avoir nommé ce livre de cette manière-là, le parallèle également avec Orwell qui nous parle aussi, puisque avec Jean-Louis, nous avons récemment, enfin il y a quelques mois de ça, fait une émission sur Méridien Zéro consacrée à George Orwell. Donc ma première question risque d'être un peu bateau. La genèse et la nécessité de votre livre, et pourquoi un abécédaire ? Alors, pourquoi un abécédaire ? Tout simplement parce que j'ai remarqué que, tout le monde a remarqué que la pratique de la lecture a été quasiment éradiquée dans la population. Les gens, globalement, ne lisent plus. Partant, se plonger dans un livre long et complexe est impossible à la quasi-totalité de la population. Pourquoi ? Parce que la capacité de concentration et de patience du citoyen a été annihilée. Et donc la plupart des gens sont objectivement incapables de lire. L'avantage donc de l'abécédaire, c'est d'être plus clair, c'est qu'on peut le picorer par-ci par-là, on n'est pas obligé donc de se lancer dans une lecture longue et approfondie et qui décourage malheureusement la plupart des gens. Donc on n'est pas obligé de se lancer dans ce type de lecture pour l'aborder. Et puis il y a aussi un intérêt pour moi, l'écrivain, c'est que objectivement je peux faire des entrées. Enfin, ça donne une liberté extraordinaire en termes d'entrée, puisqu'on peut faire des mots sur tout et n'importe quoi. Et c'est votre premier livre ? Alors, c'est mon premier livre publié. En réalité, avant ce bouquin, il y en a eu 123. Non, il y en a eu un seul, rassurez-vous, qui traitait de l'Union européenne, parce que, étant juriste, j'avais étudié à l'époque le traité de Nice, et je démontrais en somme comment le droit européen mettait en place le néolibéralisme, tout bêtement. Et c'est par ce livre, en fait, justement, que je suis arrivé à celui-là. Pourquoi ? Parce que m'intéresser à la question européenne m'a fait m'intéresser notamment à la question de la propagande pro-UE permanente dès l'école primaire. Ça ne touche pas seulement les médias. Et cette question de la propagande m'a ouvert de nombreuses portes que je traite notamment dans ce livre. D'accord. Et par contre, d'autres projets à suivre ?
Oui, j'ai 2 projets. J'ai un roman que j'ai déjà écrit, mais qui a besoin d'être encore réécrit. Remanié. Ouais, beaucoup remanié. Et puis je suis un amoureux d'histoire du droit. Bon, alors là, dit comme ça, c'est pas très sexy. Hein. C'est vrai que oui. Là, ça fout la trouille. Mais je vous garantis que ça sera la stricte continuité de ce bouquin et ça posera la question de la liberté, puisque en gros, ça serait la condition de la liberté au XXIe siècle. Voilà. D'accord. Et par contre, alors on a parlé de l'éditeur ou pas, Oui. Wilsdorf, je ne sais plus si on a dit Retour aux sources, Retour aux effectivement. Il est sorti il y a quoi? Il y a 4 mois là? Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça, Hein, 4-5 4 mois, mois. ouais, c'est ça. Vous avez un retour, enfin je veux dire en termes de vente, on est dans les. Alors, la dernière fois que j'ai vu mon éditeur, Il avait changé de voiture. Bon, sur le moment. Notamment. Il était en voiture de sport, mais sur le on en moment, j'ai pas était compris. à pas loin de 500, m'a-t-il dit. Voilà. Donc, Donc c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Ouais, d'autant plus qu'on va bien le voir au niveau des relais médiatiques, les choses ne sont pas simples, c'est le moins qu'on puisse dire. Bref, nous allons donc rentrer dans le vif du sujet pour parler. Alors, on va pas détailler bien évidemment la totalité du livre. On va laisser le soin à nos auditeurs d'aller chercher et puiser les mots qui peuvent les intéresser, en tout cas les termes et les grandes idées que vous développez. Moi, j'aimerais, organiser cette émission autour d'une thématique très générale qui est celle du totalitarisme. Et cette idée que vous avez qu'on est passé d'une dictature d'État à une dictature de la pensée, enfin voilà. Donc faire le corollaire, moi j'aime beaucoup cette idée que vous développez entre Orwell et Simone Veil, vous nous en reparlerez. Simone Veil, pas l'avorteuse, l'autre. Ah oui. Voilà. À ne pas confondre. Voilà. Et pour commencer, vous dites que la première des libertés non respectées est la liberté de penser. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu de plus, puisque vous nous dites ce qui dans la liberté de penser est attaqué n'est pas la liberté elle-même, mais la pensée elle-même. Qu'est-ce que vous entendez par là? Ce que j'entends par là, c'est que si vous vous retrouvez face à un collabo du système, vous lui dites voilà, il y a un petit problème, moi j'ai l'impression qu'on n'est pas tout à fait en démocratie, j'ai l'impression que les choses ne vont pas comme elles doivent aller. Et vous dire mais attendez, qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes un citoyen, vous allez voter, vous bénéficiez du droit, tout cela est vrai. Sauf que l'exercice des libertés n'a aucune portée si l'individu qui exerce ces soi-disant libertés est en réalité un automate. Et ce que je prétends, c'est que ce qu'on appelle dans la dissidence le système diffuse une bêtise de masse qui empêche un exercice authentique des libertés de l'individu. Et donc, l'exercice des libertés est biaisé. Pensez au film Matrix. Quand on est dans la matrice, les individus peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Petit problème, ce n'est pas eux qui sont aux commandes. D'accord. C'est-à-dire pour vous, alors, on n'est pas du tout, on n'a pas vocation à être dans une logique complotiste. Il y a pour vous une... Est-ce que vous pouvez détailler ça? Parce que je crois que pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, est-ce qu'il y a pour vous, selon vous, une planification, une stratégie, véritablement quelque chose qui est établi dès la base pour un véritable asservissement de l'individu dans la société dans laquelle nous vivons? Alors, dans mon livre, je fais une petite entrée sur la théorie du complot. Et je distingue ce qui est de l'ordre de la théorie du complot, des projets politiques et plus largement de la défense de leurs intérêts par des classes sociales, et en particulier les classes oligarchiques. Alors, par exemple, si vous vous retrouvez face à un collabo du système, vous lui dites, les classes oligarchiques se défendent, défendent leurs intérêts, se regroupent pour défendre leurs intérêts. Il va vous dire, mais attendez, c'est complètement délirant, c'est de la paranoïa, etc. Mais à cet individu, je rétorquerai que dans le Code du travail, on définit un syndicat comme la réunion des travailleurs pour la défense de leurs intérêts moraux et matériels. Donc pourquoi on parle de complotisme lorsqu'on évoque la défense de leurs intérêts des classes oligarchiques, et pourquoi ça passe comme une lettre à la poste quand on parle de la défense des intérêts des travailleurs? Donc dans mon livre, j'y reviens, je fais une entrée sur la théorie du complot où je distingue toutes ces différentes catégories. Ce que je prétends à titre personnel, c'est qu'il y a une classe sociale qu'on appelle l'hyperclasse, enfin c'est Huntington qui l'appelait comme ça, l'oligarchie financière, qui use de stratégies pour défendre ses intérêts. Et à tous les collabos qui diraient qu'il y a la paranoïa et qu'il y a délire, je leur dis, allez lire le discours sur la servitude volontaire de La Boétie. La Boétie nous dit qu'il y a 3 causes de la servitude. 1, l'habitude. Les gens finalement sont habitués à leur état de servilité, donc voilà, ils y restent, ils sont contents. 2, je cite là La Boétie dans le texte, cette ruse des tyrans que d'abêtir leur peuple. Et il évoque le fait que lorsque on conquiert un terrain, un territoire, on ouvre des bordels, on met des jeux, etc. Et 3e cause, La Boétie nous parle, si vous voulez,
de ce que nous appelons aujourd'hui le système, c'est-à-dire qu'il existe une partie de la société qui a intérêt au maintien de la servitude pour défendre ses petits intérêts. Donc la Boétie nous dit qu'une minorité qui tient les commandes maintient la servitude pour son petit intérêt et au détriment de l'intérêt du peuple. Si mon propos est complotiste, en ce cas, celui de la Boétie l'est aussi. D'accord. Ça rejoint un petit peu ce que Emmanuel Ratier a pu dire maintes fois, à savoir qu'il n'y a pas de complot, il y a simplement des réseaux d'influence qui, de fait, en effet, se cooptent et recrutent en général dans des groupes sociaux qui sont globalement clairement identifiés et qui, en effet, cèdent pour accéder à tel poste de direction, à telle situation d'influence dans la société, dans les médias, etc. Et qu'en effet, il n'y a pas besoin de brandir la théorie du complot pour constater que, de toute façon, en effet, ces réseaux d'influence existent, qu'ils existent depuis maintenant longtemps, mais que, par contre, leur pouvoir s'est renforcé. Et dans la mesure où ils ont su intégrer finalement le pôle média, qui n'était peut-être pas aussi bien intégré il y a encore une vingtaine ou une trentaine d'années. On peut faire un petit parallèle historique avec l'international, tout simplement. C'est que dire que l'international défendait ses intérêts, défendait son idéologie partout, enfin là où c'était possible, c'était pas du complotisme, c'était constaté d'une réalité politique, tout simplement. D'accord. Je crois que, pour revenir à ce que vient de dire Jean-Louis, moi j'aime beaucoup la dédicace que vous faites dans votre livre. Je cite: à toutes les personnes qui, nourries et gavées par plusieurs heures de TV quotidiennes, ont cessé de regarder par leur seule volonté l'auteur dédit ce livre. Alors, je ne sais pas si la dédicace est de vous, mais dans tous les cas, je trouvais ça très bon. Alors, on va essayer d'identifier un petit peu cette nouvelle forme de totalitarisme, on peut l'appeler comme ça. Par qui, comment et pourquoi? On va commencer par qui? Vous parlez de mystique et de propagande, et en fait, tout repose sur cette idée de propagande. La propagande, si vous voulez, actuelle, qu'on retrouve à travers les médias de masse, et en premier lieu, bien évidemment, la télévision, a un rôle évidemment fondamental, puisque c'est elle qui fixe les codes moraux et sociaux des citoyens. C'est-à-dire que comme la famille a été éradiquée, et comme la transmission familiale, ça existe toujours, faut pas raconter n'importe quoi, mais globalement, la famille a été détruite, elle a perdu son rôle historique de transmission des valeurs. Justement, je crois que dans votre livre, vous définissez bien que c'est aujourd'hui le principe, enfin la relation à l'enracinement est liée à je peux pas en parler d'esprit, mais à l'idée de collectivité, justement. Et dans cette idée de collectivité, la famille étant l'élément essentiel, on se rend compte qu'à partir du moment où on détruit le fondement même, la base, le noyau dur de la chose, il reste plus grand-chose. Pardon. Vous avez évoqué une chose très intéressante, c'est-à-dire que fondamentalement, qu'est-ce que le totalitarisme? Allons à la base des choses. Hannah Arendt définit le totalitarisme comme une dynamique de destruction de la réalité et des structures sociales. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Elle veut dire qu'un système totalitaire est un système qui déstructure l'individu, qui le vide de tout référent politique, moraux, etc. En somme, un système totalitaire, c'est un système qui transforme l'individu en un poisson rouge qui erre dans un espace public sans rien comprendre, qui ne comprend rien à la réalité. Exemple, aujourd'hui, en l'an 2012, nous avons une bulle spéculative des produits dérivés qui est de 600 000 milliards de dollars. C'est quand même assez colossal. Ça a un impact monstrueux en termes économiques. Qui est au courant dans la société française? Personne. Les historiens à venir seront ahuris de voir à quel point la population de notre époque était ignorante de la réalité qu'elle vivait. Donc le totalitarisme, j'y reviens, c'est un système qui déstructure l'individu et qui le réduit, je me cite, à une chose inerte et à de la chair sans âme. Oui. On va revenir, justement, moi j'aime bien cette idée de la chair, où définissez les différents niveaux, notamment au niveau de la propagande. Mais oui, Jean-Louis? Oui, non, c'était pour revenir sur la définition du totalitarisme. Hannah Arendt le définissait aussi comme le système finalement qui n'est que idéologie, qui en fait ne fonctionne que sur une mystique, enfin un mythe, qui n'est que l'idéologie. Là, en l'occurrence, l'idéologie, vous l'identifiez comme étant laquelle? L'idéologie dominante actuelle est celle du libéralisme libertaire. Le libéralisme libertaire qui a été dégagé par Kluskar, qui consiste à être, entre guillemets, de droite sur le plan économique et de gauche sur le plan des mœurs. Alain Soral l'a assez bien vulgarisé d'ailleurs.
Mais cette idéologie dominante est une idéologie, j'ai envie de dire, de circonstance. C'est l'idéologie qui, aujourd'hui, permet de faire passer la pilule mondialiste. C'est une adaptation. Quoi. Voilà, si demain, cette idéologie se retrouve être inefficiente, le système la troquera contre une autre. Exemple, Éric Zemmour. Éric Zemmour, si vous voulez, ne correspond pas à ce type de libéralisme libertaire. Comment alors expliquer sa présence dans les médias qui, quand même, bon là, apparemment, il commence plus ou moins à servir, mais quand même, pendant 5 ans, il était omniprésent sur télé, radio, presse écrite, etc. Comment expliquer que quelqu'un qui dissonne à ce point de l'idéologie dominante... C'est parce qu'on est en démocratie. Bah voyons. Et en réalité, c'est parce que le système a introduit une dose de ce que j'appellerais éventuellement libéralisme identitaire. Et je pense que... Le poil à gratter. À travers Zemmour, il prévoit l'avenir. On peut être aussi sur une interprétation, bon, peut-être un peu méchante, mais qui est la nuance entre l'opposition à Sa Majesté et l'opposition de Sa Majesté. Et en un sens, Zemmour, finalement, remplit le rôle de l'opposition de Sa Majesté et non pas à Sa Majesté, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il participe, au-delà par ailleurs de ce qu'il peut dire, hein, qui nous fait très souvent plaisir aux uns et aux autres, il participe quand même aussi du système, si vous voulez, de la bulle médiatique telle qu'elle s'est construite. Hein. Évidemment. Et c'est là qu'on voit que le système est tout sauf bête, c'est-à-dire qu'il sait aménager, c'est-à-dire qu'il sait prévoir, et qu'il a toujours un coup d'avance sur nous, finalement. C'est ça qui est assez désespérant. Alors, en ce qui concerne le système, vous parlez de post-démocratie néolibérale. Qu'est-ce que vous entendez post-démocratie? Parce que je crois que ça résume assez bien votre pensée. Tout simplement parce que notre société aujourd'hui dispose d'institutions qui sont démocratiques, mais nous n'avons que la forme de la démocratie. C'est pour ça que je parle de post-démocratie. Nous avons la forme de la démocratie, mais le fond de la démocratie est absent, puisque le fond de la démocratie, c'est que le peuple participe lui-même à la marche du pouvoir. Robespierre, dans ses textes, si vous le lisez, disait que nous Français, nous sommes un peuple libre et le reste de l'Europe ne l'est pas, parce que nous, peuple français, décidons de nos lois. Ce qui n'est pas le cas des autres peuples d'Europe. Or, aujourd'hui, je vous rappelle quand même que 80% de nos lois ne sont que la transposition des directives européennes. Directives européennes qui émanent de la Commission européenne, qui n'est pas démocratiquement élue et qui n'est pas démocratiquement contrôlée. Et qui, pardon de le lire aussi, ces textes sont écrits par différents lobbies qui sont sur place à Bruxelles, hein, tout ça est officiel. Donc, difficile de dire dans ces conditions que le peuple est associé à la marche de la démocratie. Mais post-démocratie, vous ne pensez pas que la démocratie en elle-même porte justement les germes de ses propres avatars? Pour le savoir, en réalité, il faudrait que la démocratie ait réellement été un jour appliquée. C'est ça, ouais. Mais justement, on est dans l'illusion, en tout cas on est dans une oui, espèce de logique philosophie des oui. Lumières. Enfin bon, vous l'aurez peut-être remarqué, nous ne sommes pas spécialement démocrates sur Méridien Zéro, mais nous essayons de comprendre un petit peu le monde dans lequel nous vivons. Oui. Post-démocratie, on peut poser la question de la démocratie en tant que telle. Parce que je fais semblant de croire, Voilà. parce qu'il ne faut pas heurter non plus, si vous voulez, tous les lecteurs. Ou peut-être marquer une évolution qui est celle de l'Europe de Bruxelles. Oui, justement. voilà, d'accord. tout simplement. Oui. Ouais, okay. Ceci étant, les Lumières n'étaient guère démocratiques. Hein. Non. La plupart des philosophes du XXe siècle étaient pour une monarchie bien comprise, tempérée, mais qui en gros reposait quand même sur un système inégalitaire. Conseiller de Catherine II, conseiller de Joseph, d'Autriche, bref. Enfin bon, aujourd'hui, nos édiles publics se réfèrent systématiquement, ils s'en réclament directement. Bien, l'objectif premier, vous l'avez bien dit, c'est conforter les intérêts des classes oligarchiques. Comment est-ce que vous les définissez, ces classes oligarchiques, pour finir sur cette question du pour qui? Bien et sûr. on verra le comment et le pourquoi. Il y a un petit truc qui nous a été légué par Karl Marx pour connaître les classes oligarchiques, c'est que les maîtres des sociétés sont ceux qui contrôlent la création de richesses. Donc, les vrais maîtres du monde sont les propriétaires des moyens de production. Qui sont les propriétaires des moyens de production? Actuellement en France, par exemple, la moitié du CAC 40 est détenue par des fonds de pension anglo-saxons. Événement qui est absolument fondamental et dont évidemment pas un seul candidat, y compris d'extrême gauche et d'extrême droite, enfin aucun de ces candidats n'en a parlé pendant les élections. Donc, les propriétaires des moyens de production sont les fonds de pension, les hedge funds, les banques, etc. Les multinationales, en général, n'ont pas de patron tel que... Enfin, ils ont pas... Il y a très rarement d'équivalent de Lagardère, par exemple. Lagardère qui lui-même, d'ailleurs, ne possède pas tant que ça, plus tant que ça, devrais-je dire, les actions de son groupe. On peut aussi parler des fonds souverains qui font leur immersion dans un pays comme la France. Par exemple, le Qatar, le fonds souverain du Qatar a acheté, il n'y a pas longtemps, quelques pourcents de Total. Total qui
moi, je sais pas pourquoi on dit que c'est encore une entreprise française, c'est un titre personnel, hein, mais bon. Parce que quand on voit... Moi, je sais, c'est parce que comme l'a dit Conque, tout le monde il est français. Voilà. Voilà, ça va être que pour ça alors. Hein, ouais. Donc, vous notez aussi qu'il y a quand même une évolution, justement, cette idée de pouvoir par rapport à cette oligarchie financière, par rapport au système des banques. Cette évolution, en fait, ce ne sont plus les banques aujourd'hui. On le verra de la même manière que ce ne sont plus les patrons qui dominent et qui dirigent. L'idée de patron, si vous voulez, la critique du capitalisme est autorisée par le système si vous la produisez de façon complètement archaïque. Et la critique, par exemple, que fait de l'extrême gauche quand elle stigmatise les patrons, enfin, elle date de 150 ans, puisque patron aujourd'hui ne veut plus rien dire. Les grandes multinationales ne sont pas tenues par des patrons qui sont les propriétaires de leur entreprise. Ce sont des managers mis en place par les actionnaires pour assurer des dividendes aussi grands que possible aux actionnaires. Mais jamais on entend dans la bouche de quelqu'un d'extrême gauche les termes de fonds de pension et de hedge fund, par exemple. Jamais. Jamais. Donc la critique du capitalisme est autorisée par le système si elle est archaïque et si on évoque les patrons. Et exemple, dans les médias, on évoque souvent le scandale de la rémunération des grands patrons. J'allais y venir, j'allais dire justement, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on a quand même notre président de la République, notre nouveau président de la République qui a décidé de prendre ce problème à bras-le-corps. Pour les entreprises publiques. Mais ce n'est qu'un début. Alors déjà, j'ai confiance. Effectivement, il veut limiter le salaire des grands patrons dans les entreprises publiques qui n'existent quasiment plus d'ailleurs, ce qui est plus facile, effectivement. Hein. Mais le scandale de la rémunération entre guillemets des grands patrons est, si vous voulez, je ne dis pas qu'elle ne pose pas de problème, mais le vrai des scandales en matière de rémunération n'est pas la rémunération des patrons. Mais de l'actionnaire. Mais de l'actionnaire. Évidemment. C'est les fameux 15% de rendement qui sont demandés. Parce que si demain vous mettez au SMIC tous les patrons du CAC 40, il n'y aura absolument aucun impact sur la rémunération des salariés. En revanche, si demain vous modérez les appétits des fonds de pension et d'hedge funds qui exigent On est avec vous, Merci de vous aider non plus. un rendement de 15% par an, là... Bien sûr, là on a un impact sur l'économie, sur le réel en fait. Évidemment, là les salaires vont monter. Et d'ailleurs, à ce titre, j'aimerais quand même dire que la France se fait piller par les fonds de pension et les hedge funds anglo-saxons. Il faut quand même le dire. À la décharge de l'extrême gauche, je dirais que le gros problème, en fait, je pense qu'une bonne partie, en effet, de la société et des citoyens a du mal à se représenter ces gens. Et qu'à un moment, si en effet, on ne peut lutter que contre un moment des choses qu'on identifie à peu près clairement. Donc ça peut être le fasciste, le méchant, le bon. Et il y a de vieilles figures qui sont clairement identifiables, hein, qui sont le patron avec son cigare et son chapeau de forme. C'était précisément le rôle de l'extrême gauche que de faire cette pédagogie. Ouais. Et elle ne l'a pas fait. Et pourquoi elle ne l'a pas fait? Parce qu'elle sait très bien que si elle le fait, demain, elle ne bénéficiera plus de la bienveillance médiatique, enfin qu'elle bénéficie, parce qu'officiellement, ces gens-là sont quand même censés vouloir renverser le capitalisme, mais on constate que les journalistes, quand même, sont assez sensibles à leur discours. Curieux. En général, quand on a un ennemi, quand on a quelqu'un qui, en face de soi, prétend vouloir vous détruire, le réflexe premier n'est pas la bienveillance. Sauf si, comme ça a été le cas pour Jean-Luc Mélenchon, si ça représente un certain nombre de scores d'audience satisfaisants. Oui, c'est vrai. Là, on retombe sur quelque chose qui est quand même très très bien ficelé, globalement. Alors, vous datez quand même une fracture, en tout cas une évolution significative au milieu des années 70, où véritablement la banque est sortie, enfin déresponsabilisée, en tout cas l'État est mis hors jeu, très clairement. Hors système, HS. Et vous parlez de 4 révolutions justement, et ça c'est intéressant. C'est fondamental. C'est-à-dire que la banque, ne nous leurrons pas, a toujours été influente dans les sociétés occidentales, depuis le 17e en particulier. Mais à partir des années 70, elle a décuplé, en tout cas en apparence, elle a décuplé ses forces, elle a décuplé son influence. Pour ce faire, elle s'est affranchie de ses handicaps historiques, qui étaient le risque inhérent à toute entreprise bancaire, qui était le contrôle étatique, qui était l'obligation de réserve qui était faite. Or, à partir des années 70, sont arrivées ce que j'appelle diverses révolutions bancaires, qui ont permis à la banque de s'affranchir de tous ces handicaps et donc de décupler sa puissance. Quelles sont ces révolutions? Tout d'abord, parlons de la création des produits dérivés. Les produits dérivés sont des produits hautement spéculatifs, je ne vais pas les détailler là parce que c'est chiant, mais qui ont permis à la banque de réaliser l'essentiel de ses profits et qui, en apparence, les affranchit de tout risque. Alors, la question des produits dérivés est fondamentale, petite parenthèse,
Et je note qu'absolument aucun homme politique ne soulève cette question. Si, Eugène Crampon au micro de Méridien Zéro, parce qu'on a reçu, je vous coupe, mais on a reçu... Si ce n'est lui. On a reçu avec Eugène Jovanovic pour son livre sur Blight Masters. Il est vrai. Donc effectivement, c'était une émission, on va dire, peut-être un peu pédagogique, en tous les cas dans cette optique. Autre révolution bancaire, la titrisation, qui permet aux banquiers de transformer en produits financiers tout et n'importe quoi. Par exemple, vous allez dans votre banque, vous ouvrez un crédit, le banquier peut transformer ce crédit en un produit financier qui va balancer sur le marché, qui sera racheté par une autre banque. Autre révolution, ce qu'on appelle le système de réserve fractionnaire. Le système de réserve fractionnaire est une technique de crédit qui permet à la banque de prêter de l'argent qui n'est pas couvert par des capitaux. En somme, la banque vous prête de l'argent qui n'existe pas et qui se traduit uniquement par une petite ligne informatique, mais rien d'autre. Dernière révolution bancaire, qu'est-ce que j'oublie ? Oui, la création des marchés de gré à gré. Les marchés de gré à gré, alors là, c'est très simple, c'est la légalisation du marché noir entre les banques. C'est-à-dire que les banques réalisent leurs affaires entre elles et n'ont plus aucun compte à rendre à quelconque organisation tutélaire. C'est ça, le plus aberrant, c'est qu'il n'y a aucun contrôle, que ce soit étatique, européen, ce qu'on veut, enfin bref, même mondial à la limite, sur ce marché. Oui, mon petit doigt me dit que c'est pas tout à fait un hasard. Croyez ? C'est mon petit doigt qui me le dit. Donc, on va définir aussi autour donc, de cette oligarchie, cette manière dont gravitent ce que vous appelez les constellations sociales. Et là, on va véritablement rentrer dans je vais pas dire dans le vif du sujet, parce qu'on y est déjà depuis le début de l'émission, mais sur cette idée d'asservissement des esprits qui est quand même le cœur de votre ouvrage. Ouais. On l'a vu, donc cette mondialisation néolibérale sert les intérêts d'une oligarchie financière, et tout est fait pour la rendre, vous dites bien, inéluctable et indépassable. Donc, asservissement des esprits, c'est là où vous faites entrer cette idée du corps humain, avec d'abord les os de l'idéologie dominante, et cette image du corps humain, je crois, repose sur 3 mécanismes, vous les définissez comme ça. C'est-à-dire que, quel que soit le fond de l'idéologie dominante, par exemple, on évoquait tout à l'heure le libéralisme libertaire, l'idéologie dominante repose sur des principes. C'est-à-dire que, par exemple, on ne parle jamais de l'essentiel et on se focalise toujours sur l'annexe. On le voit d'ailleurs en ce moment avec les fameux tweets de Valérie Trierweiler, dont personnellement j'ai rien à foutre, hein, mais bon, ça n'a aucun intérêt, mais ça fait la une du Point, de l'Aberration, etc. Et puis aussi, alors là c'est spécifique à notre époque, surtout éviter tout sérieux et le plus possible être dans la frivolité, dans un état de frivolité permanente, afin vraiment d'éviter tout sérieux, afin d'éviter ce que Simone Veil appelle la capacité d'attention, qui selon elle, ça n'engage qu'elle, nous rapprocherait de Dieu. Bon. Mais pourtant, pour ce qui est de la frivolité, nous, Gérard, c'est des choses qui nous parlent, ça. Parce que j'allais dire, on était pas mal sur ce coup-là quand même. Moi, je veux dire que, Jean-Louis, la frivolité, ça vous parle ? Ça dépend ce que tu mets derrière. Ah non, mais alors là, tu ne m'entendras pas sur ce terrain-là. Donc, je vous propose une première pause musicale avant de retrouver notre invité pour décortiquer plus avant l'idéologie dominante. Et je vous propose tout de suite un groupe français, Bukowski. Je vous en reparle juste après, maintenant, tout de suite. Time to take control now. It's time to find a way.
De retour sur Méridien Zéro, ce groupe Bukowski, ce morceau Fight, voilà, c'est un peu en écho. Il y a quelques jours, il y avait ce festival, comment dirais-je, haut en couleur, le Hellfest, et ce groupe en faisait donc partie. La deuxième pause musicale aura également trait, c'est simplement un petit clin d'œil à un festival assez impressionnant de par sa vitalité, son nombre de groupes sur 3 journées. Et je crois qu'il est important de relayer toutes ces actions qui sont particulièrement édifiantes. Voilà. Surtout quand on sait où ça se passe. Voilà, surtout quand on sait où ça se passe chez nous, et toutes ces actions sont bonnes à relayer. Voilà, on va continuer avec notre invité, Adrien Abosi. Nous en étions restés sur l'idée donc liée à l'asservissement des esprits, à l'idéologie dominante. La chair de l'idéologie. La chair de l'idéologie, nous l'avons évoqué tout à l'heure, c'est le libéralisme libertaire, c'est l'idéologie dominante. Alors, il faut s'entendre sur ce qu'est l'idéologie dominante aussi. Karl Marx, là encore, j'ai pas fait la citation dans ce bouquin, je le regrette, mais Karl Marx, dans l'idéologie allemande, définit clairement l'idéologie dominante comme l'idéologie de la classe dominante. Pourquoi ? La classe dominante disposant de la propriété des moyens de production, celle-ci dispose, partant, de la propriété des moyens de production intellectuels. Et donc, l'idéologie dominante est l'idéologie qui est produite par la classe dominante et produite par la classe dominante pour défendre ses intérêts. D'accord. Alors, vous parlez justement dans cette évolution de ces classes dominantes, en tout cas des gens qui aujourd'hui nous dirigent, de divers types de trahison, mais véritablement on a l'impression qu'il y a une espèce de planification, comme si les choses étaient écrites à l'avance. Vous reprenez, c'est mon sentiment, mais je veux dire par là que vous parlez de 68 par exemple, et vous parlez de la trahison des 68ards. Alors, est-ce qu'on était véritablement dans l'illusion, ou est-ce qu'il y a une vraie récupération du système ? On est dans le poil à gratter de ces gens qui s'affrontent au système pour mieux le servir après. Comment on peut voir ça? Parce que quand on parle de trahison des 68 heures, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit, là, de nombreuses, entités, personnes ayant eu des responsabilités dans le mouvement étudiant sont aujourd'hui des caciques du système. D'ailleurs, je vous coupe la parole encore, c'est horrible, hein, je recommencerai plus, promis, mais je cherchais, parce que depuis tout à l'heure, vous voulez classer où? Dans Cocu, Collabo, dans... Les 68 arts? Ouais. Oh, un peu dans tout ça. Les caucus, selon moi, en premier lieu, restent quand même les électeurs. Hein. Mais si vous voulez, lorsqu'on parle des 68 arts, déjà, il faut se poser la question, est-ce que le terme de trahison convient réellement aux 68 arts? Parce que pour qu'il y ait trahison, il faut passer d'un camp à l'autre. Or, avec un peu de perspective, on peut considérer que les 68 arts n'ont jamais été dans le camp de la France. Point barre. C'est que Cohn-Bendit, comment a-t-il défendu les intérêts de la France? Je pense qu'il l'a méprise d'ailleurs, hein, mais bon. Non, je pense pas qu'il y a eu de planification, pour reprendre votre terme. En revanche, il y a une logique. Les choses découlent naturellement, si vous voulez. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, les 68 arts se sont fait récupérer, tout comme demain se font récupérer, je ne sais, peut-être des gens comme nous, allez savoir, ou comme hier se sont fait récupérer d'autres, les encyclopédistes par exemple, si vous voulez, qui officiellement étaient des opposants, mais en réalité faisaient partie du système. On a un exemple historique très précis de ça que j'aime beaucoup, dans les années 80 du XVIIIe siècle. Il faut vraiment se pencher sur les parlements de justice de l'époque, qui faisaient objectivement un travail d'obstruction par rapport à Louis XVI. Ça a commencé au milieu du XVIIIe, puisque Louis XV avait fait cette fameuse séance des flagellations. Officiellement, les parlements de justice étaient des opposants au roi, mais en réalité, ils ne faisaient que défendre le système, c'est-à-dire le système des droits féodaux. Voilà. Les 68 arts, c'est un peu cette jurisprudence-là. Ouais. J'ai une autre lecture, alors pour avoir discuté il y a quelques années avec un vieux militant justement, mais qui était resté militant, un vieux militant 68 arts. Et lui, en fait, son analyse était différente justement sur cette objection de dire attends, regarde ce qu'ils sont devenus. Et en fait, il considérait, lui, qu'il n'était devenu que ce qu'il devait devenir. Tous les Cohn-Bendit, etc. C'est-à-dire qu'à un moment, finalement, ils étaient retournés à ce qu'ils auraient été de toute façon. C'est-à-dire des gens qui, à un moment, étaient en effet dans le système parce que issus du système. Et que finalement, mai 68 n'avait été qu'une sorte de parenthèse enchantée, hein, c'était Dora l'exploratrice, ça avait duré 1 an, 2 ans, peut-être 4 ans pour certains, mais qu'en fin de compte, les Serge July et compagnie
Finalement, alors avait gardé les oripeaux de mai 68 parce qu'à un moment c'était gratifiant. Et ça permettait en effet, dans la mesure où ces milieux-là avaient gagné une certaine hégémonie culturelle et médiatique, ça permettait en effet de se faire une place au soleil, confortable, mais finalement qu'il n'était qu'à la place qu'ils auraient de toute façon occupée. Sans mai 68, ces gens-là n'auraient pas existé. Donc, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que quand même 68 les a apportés. Après, c'est le génie dialectique du capitalisme et du système qui a réussi à les retourner, si vous voulez, et à les utiliser pour défendre à nouveau leurs intérêts. Moi, j'ai une vision très marxiste en réalité. Je ne suis pas ce qu'on appelle communément un marxiste, je suis plutôt marxien. Mais moi, je crois en cette théorie en laquelle il y a des classes sociales qui défendent leurs intérêts. Voilà. Et s'il faut récupérer un tel ou un tel qui, d'apparence, nous serait hostile, faisons-le, qu'importe. Tant que finalement, nous, on reste aux commandes, pas de souci. Voilà. Bon, au-delà de l'analyse que vous faites du système tel qu'il fonctionne, si je puis me permettre, je trouve que votre vision est quand même, il y a une espèce de fatalisme, en tout cas une espèce d'inéluctabilité. On a véritablement l'impression qu'il n'y a pas de porte de sortie. Les mêmes causes produisent les mêmes effets.